Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Pas de but pour Honora. La barre en trompe. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Il y avait la frappe de Romain Poyet, il y aura maintenant la tête de Steve Mounier. Bienvenue pour ce 93e épisode du podcast traitant de l'actualité du leader de Ligue 1 Brest-Tonnerre, où je suis rejoint évidemment par Yann Effange, réunion exceptionnelle en urgence du podcast pour se réunir en ce dimanche lendemain de match pour évidemment traiter de ce qu'on a vécu hier. Messieurs, Fanch, Yann, j'imagine que la forme est au rendez-vous, que la bonne humeur, que la rigolade, il fait beau, il y a du vent, mais quel dimanche, quel samedi, quel week-end. Comme tu le disais avant qu'on entame l'enregistrement du podcast, ça pourrait aller moins bien, effectivement. Là, vraiment, tout va bien autour du Stade brestois et on est très heureux de faire ce nouveau podcast, donc le 93e de l'histoire de Brest-Tonnerre, le premier en tant que leader de Ligue 1. Très heureux et tout de même très concentré sur la suite des opérations avec ce déplacement périlleux pour le titre face aux Dauphins niçois. On a déjà hâte d'y être. Ah oui, vraiment, juste après chaque match, on a tellement envie d'être au prochain, tellement on prend du plaisir actuellement en regardant notre équipe, en voyant évoluer nos joueurs, vraiment un plaisir fou. Et évidemment, on va revenir sur le match d'hier, donc contre Lyon. Peut-être, en tout cas de notre vécu, l'un des matchs les plus aboutis que l'on a vu autour du Stade brestois, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, Nationale. Vraiment une prestation complète, solide, chatoyante, élégante, vraiment quelque chose qu'on n'aurait presque jamais pu imaginer, mettre 27 tirs à 6 à Lyon, tout en les dominant territorialement dans le jeu, dans les idées, à gauche, à droite, au centre, dans l'axe. C'était vraiment spectaculaire. Oui, peut-être préciser qu'on va peut-être parler à chaud, donc on sera sûrement dans l'excès. Moi, je sais que je le serai, mais en fait, je vais citer un tweet de Mèche Tuyau, je sais pas s'il nous écoute, mais qui disait que de son souvenir, on n'avait jamais autant dominé un match, même quand on était allé gagner 5-0 en Coupe de France face à Grasse. Au début, je me disais, mais non, mais il est dans l'abus. En fait, non, on n'a jamais vu ça. C'était 95 minutes non-stop, on leur a roulé dessus. Et j'écoutais un débrief d'un supporter lyonnais qui disait qu'en fait, 1-0 c'est très bien payé pour eux, et 3-0 ça serait plus logique, et ça aurait même pu être plus. Et on parle de l'Olympique lyonnais en face. C'est fou, hein. On avait l'impression que les rôles étaient un peu échangés entre le Stade brestois et Lyon. On avait l'impression que c'était le Stade brestois d'il y a 1-2 ans qui se déplaçait chez un gros du championnat, avec une attitude qui était loin des standards de la Ligue 1. C'était vraiment le Stade brestois était le gros et l'Olympique lyonnais était le petit promu qui venait de Ligue 2. C'était assez déroutant à voir. Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre à ta question plus en détail, peut-être annoncer un petit peu l'organisation de ce podcast, qu'on a décidé de diviser en 3 parties. D'abord, ce match contre Lyon, et après, tu l'as dit en entrée d'émission, il y a eu la frappe de Romain Poyet contre Saint-Etienne en 2010, la tête de Steve Mounier. On a décidé également de faire une petite comparaison entre les deux saisons, voir ce qu'il y avait de commun et s'il y avait également des différences. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on a vu en 2010 et imaginer une suite identique ou pas? Et on va finir ce podcast en s'interrogeant, en se posant une question toute simple, mais avec une réponse forcément très compliquée à proposer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend du Stade brestois? Le maintien est-il toujours l'objectif du club? Est-ce qu'il est raisonnable de devenir plus ambitieux? On en parlera en 3e partie de podcast. Alors, pour revenir sur le match de Lyon, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que de mémoire, j'ai pas souvenir, en tout cas en Ligue 1, d'avoir vu un match aussi maîtrisé de A à Z, parce qu'il y a eu des moments dans des matchs où Brest était agréable à voir, hein, que ce soit même avec Dalloglio, que ce soit parfois avec Michel Darzacarian, l'année dernière en 2e partie de saison avec Eric Roy, mais jamais sur 95 minutes. Et là, à part une frappe de Lacazette en seconde période, j'ai jamais tremblé. D'ailleurs, Quentin, on discutait pas mal pendant le match, on n'a jamais eu vraiment peur pendant cette rencontre, et la seule frustration qui nous animait, c'était le fait de ne pas voir les Brestois marquer malgré le nombre d'occasions et de tirs qu'ils avaient fait.
Et finalement, la délivrance est arrivée avec Steve Mounier, elle est totalement méritée. Ça fait plaisir pour Steve Mounier aussi, qui joue complètement le jeu de la concurrence. Il est sur le banc depuis quelques matchs. Il rentre, il se bat, même s'il a évidemment des lacunes, balle au pied, c'est pas Satriano. Mais il a également d'autres qualités, des qualités qui nous ont fait gagner le match hier. Et donc, merci à lui. On va dire qu'on a eu peur parce qu'on est supporter brestois et qu'on a le passif de supporter brestois, qu'on se disait que ça ne pouvait pas continuer jusqu'à la 90e et que si on n'arrivait pas à marquer, l'équipe adverse allait marquer. Mais visiblement, ce stade brestois 23-24 est différent. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de petites peurs, même en fin de match. Finalement, même après l'ouverture du score, il n'y a jamais eu de révolte lyonnaise. Il y a eu un tout petit peu au moment des changements lyonnais pendant 2-3 minutes. On s'est dit, ah tiens, c'est un petit peu moins bien. Et je pense que c'était un temps d'adaptation pour répondre un petit peu au coaching de Fabio Grosso. Et finalement, quand j'ai vu Kadewere et Baldé rentrer, peut-être qu'ils allaient pouvoir peser un petit peu plus offensivement. Et finalement, les débats sont un poil équilibrés, je dirais, après ça. Mais Brest mérite très largement sa victoire. Yann, toi, tu n'étais pas au stade, malheureusement. Tu l'as vécu devant Non, j'étais à poste distance, effectivement. télévision ou ton poste d'écran d'ordinateur. C'était impressionnant, d'autant que moi, contrairement à vous, en fait, j'avais les stats en temps réel. Et chaque fois que sur Canal, ça lâchait une stat, ça appuyait juste le ressenti qu'on était en train de les écraser, que ce soit dans les duels, que ce soit les tirs. Enfin, je sais pas si vous l'aviez au stade, mais à la mi-temps, il t'affiche les stats, tu vois, 13 tirs à 1. Et le tir lyonnais, c'est un tir de 35 mètres. Putain, tu te dis merde, quoi. Il se passe quelque chose. Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Franche, on n'a jamais vu ça en Ligue 1, mais même en Ligue 2. C'est-à-dire que même la saison où on roule sur tout le monde, il y avait toujours une occasion qui traînait par-ci par-là. Là, Lyon n'en a pas eu une seule. C'est impressionnant. Dans la surface de réparation côté lyonnais. C'est ça, et en fait, côté brestois. On pourrait égrener les statistiques. 32 centres, c'est énorme. 27 tirs, c'est énorme. Je crois que c'est 49 ballons touchés dans la surface lyonnaise. Je pense qu'il y a quasiment aucune équipe de Ligue 1 qui fera ça cette saison, sauf le PSG. Enfin, tous les signaux sont verts. Il n'y a pas un seul élément. Tu dis, ah, ça, c'était peut-être moins bien. Ça, on a eu un peu de chance, quoi que ce soit. C'est hallucinant. De A à Z, on leur a roulé dessus. Au-delà de simplement dire qu'on leur a roulé dessus, qu'est-ce qui vous a plu concrètement en fait? Qu'est-ce que vous avez aimé? Parce qu'effectivement, la prestation collective, elle est très bonne, mais il y a une prestation collective à l'intérieur, on peut disséquer des choses qui nous ont plu. Qu'est-ce qui vous a, vous, justement, séduit dans cette équipe de Brest hier? Moi, je vais commencer, je pense, par... alors, ça rejoint, c'est un peu Enfin, c'est lié aux autres matchs, mais c'est surtout la régularité des performances. Me plaît, moi, depuis le début de saison. Et plus globalement depuis la fin de saison dernière, parce qu'on n'est pas sur... Oui, bien sûr, la saison 23-24 vient de commencer, ça fait que 6 matchs, mais c'est en continuité de ce que le Stade Brestois nous a proposé en fin de saison 22-23. L'échantillon de données, on va dire, est beaucoup plus élevé avec cet effectif et plus globalement ce staff que les 6 premiers matchs de la saison, et c'est surtout c'est ce point-là sur lequel je veux appuyer, c'est vraiment une régularité de performance. On a de moins en moins de doutes sur ce qu'on va voir soit quand on va au stade, soit quand on regarde le match à la télé. On a l'impression qu'il y a une vraie force collective. Et rien que le début de match est très bon. On sent tout de suite que on va passer une bonne soirée. Alors oui, Brest peut-être va pas réussir à marquer parce que c'est peut-être le seul point noir, on va dire, de ce début de saison, c'est le réalisme. Mais on sait qu'on va passer une bonne soirée. On sait que le Stade Brestois va, on va dire, mettre tous les ingrédients nécessaires pour essayer de gagner le match. Et c'est exactement ça qu'on a vu hier. Et finalement, en fait, peu importe le résultat au final, parce que si on continue à jouer comme ça, si on continue à mettre tous les ingrédients nécessaires pour essayer de gagner les matchs, on va les gagner. Que ce soit Lyon, que ce soit Rennes, que ce soit une petite équipe. Si tu arrives à jouer comme tu as joué hier contre n'importe quelle équipe, alors évidemment, il n'y aura pas une opposition aussi faible tous les week-ends, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais peu importe, ça aurait pu être n'importe qui en face hier. Brest aurait trouvé, je pense, une solution parce que la construction d'effectifs est plutôt bonne. Il y a des joueurs qui se complètent, on va dire, que ce soit devant, derrière, même au milieu de terrain, des styles de joueurs qui entrent, qui sont différents de ceux qui sortent. Et au final, on a vu beaucoup d'abnégation et malgré, on va dire, les nombreuses opportunités gâché tout au long du match, même à la 87e, même après, il y a une frappe de Brahimi qui est bien repoussée par Lopez,
ça a continué à accélérer, à appuyer sur le champignon et l'équipe a été justement récompensée, on va dire, de l'ensemble de ses efforts et ça fait plaisir, surtout pour eux, surtout Et justement, pour Yann, cette équipe. tu avais une stat qui va dans le sens de ce que Quentin dit sur la régularité des performances et de ce jeu vers l'avant, avec notamment des statistiques de tir cette saison. Je ne sais pas si tu les as devant toi ou si tu veux que je te les rappelle. Je les ai en tête, mais l'idée, c'est qu'on n'a jamais tiré moins de 10 fois dans un match. Le 10 fois, c'est face au Havre. Après, on tire, je crois que c'est 15 fois contre Lens, 18 contre Reims, 18 contre Rennes, et donc 27 hier. On compare à la saison dernière, c'est beaucoup, hein. Et c'est pas des frappes de dépit. Enfin, si on regarde le détail, on touche beaucoup le ballon dans la surface. Et là-dessus, où je vais compléter Quentin, c'est que c'est très homogène et il n'y a pas une solution. On n'est pas dépendant d'un joueur ou d'un secteur de jeu. On l'a bien vu contre Lyon, le danger il peut venir sur des centres, il peut venir sur des percées dans l'axe, il peut venir même sur des frappes de loin. On a cette impression que cette équipe de Brest peut un peu s'adapter à toutes les difficultés, et ça c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est très satisfaisant et aussi très encourageant pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on peut jouer un peu n'importe qui sans déjouer. Ouais, c'est l'une des forces, on va dire, de cet effectif. Même si les attaquants, alors évidemment le premier a marqué hier, même si les attaquants ne sont pas forcément les joueurs qui marquent des buts, finalement on s'en fout. Évidemment, ça va venir à un moment donné. Satriano va marquer des buts, il va se créer des occasions. Mounier va marquer des buts. Jérémy Ledouaron, on espère que la théorie du ketchup va commencer à se mettre en place. Mais c'est surtout la diversité des attaques. Hier, il y a eu pas moins de 10 Brestois qui ont tiré au but. Je crois qu'il manque Kenny Lala, Bradley Loco, Marco Bizot évidemment et Kamori Doumbia qui n'ont pas tiré au but. Tout le reste a au moins tenté sa chance au but une fois. Et voilà, on a vu un Pierre Lesmelou qui tente des percées maradonesques, Malik Amara qui sent bien les coups, qui est dangereux, qui manque juste peut-être la statistique, le dernier geste pour prendre, on va dire, une envergure supplémentaire, mais qui fait un très bon début de saison. Et au-delà du match d'hier, évidemment, c'est un peu à nuancer parce que l'Olympique Lyonnais a vraiment proposé une opposition famélique, hein, c'était absolument dramatique. Mais même contre une équipe contre Reims, on a vu les mêmes ingrédients être mis face à une opposition qui nous a posé des problèmes, mais des problèmes auxquels qu'on a su résoudre. La deuxième période contre Reims, c'était peut-être l'une des meilleures depuis le début de saison, depuis le début de saison, depuis la remontée en Ligue 1 peut-être aussi. Et au final, là, on est sur 3 mi-temps consécutifs de très très haut niveau. Et la première place, et je crois que tous ceux qui ont regardé le Stade Brestois depuis le début de saison le confirmeront, mais la première place n'est absolument pas volée. Oui, et je Avant que Yann tu prennes la parole, vas-y, et puis je poserai ma question après si tu veux. Et c'est juste préciser, il y a un truc qui m'agace un peu, et on entend beaucoup après ce match contre Lyon, c'est oui, c'était nul en face. Alors, effectivement, Lyon, c'était très nul, mais il y a un moment, sur ce début de saison, Lens, c'était nul, Le Havre, c'était nul, Rennes, c'était nul, Reims, c'était nul, Lyon, c'était nul. Il y a un moment, si tous les adversaires qu'on joue sont nuls, c'est peut-être que le problème, il vient pas d'eux, en fait. C'est peut-être que, faut aussi admettre que Brest est bon. Et si Lyon est aussi mauvais, c'est parce que Brest a appuyé au bon moment, sur le bon secteur comme il fallait. Voilà, c'était juste ça. Et justement, la question que je me posais, c'est qu'on a perdu Franck Honora cet été, on s'est dit que c'était quand même une perte majeure pour le Stade Brestois. Pour autant, est-ce que le Stade Brestois cette saison n'est pas plus dangereux, n'a pas plus de cordes à son arc justement pour se montrer dangereux, alors que l'année dernière, on dépendait quand même beaucoup des centres d'Honora pour Ledouaron, Mounier ou autre, que sais-je, mais on était un petit peu stéréotypé dans ce côté-là, c'était vraiment l'aile Lala Honora qui était dangereuse. Finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà oublié en ce fin du mois de septembre Franck Honora? Franck qui? Je pense que c'est lui qui doit un peu se mordre les couilles là depuis le début de saison, parce qu'il a fait toutes les saisons un peu moyennes, on va dire, du Stade Brestois. Là, il est parti et ça marche mieux. Et je pense que le crédit est à mettre surtout sur le travail d'Éric Roy, hein, qui a réussi avec finalement le même, grossièrement le même effectif, hein, que Michel Dazakaria en début de saison dernière. Et on peut voir à quel point ça va vite dans le football, hein, un an et on était dernier, je crois, à cette époque de l'année, et nous voici le classement retourné.
Eric Roy, c'est quand même l'immense bonne surprise depuis presque, pas un an, mais 8 mois maintenant. Et on juge aussi un entraîneur à sa capacité à faire progresser les joueurs. Et je trouve que c'est la chose qui est la plus remarquable avec lui, parce qu'il a réussi à redonner de la confiance aux joueurs. Mais ça, c'est pas le premier entraîneur qui arrive dans un club et qui fait ce qu'on appelle un peu l'électrochoc, et on voit un changement dans les attitudes, etc. Mais là, c'est vraiment durable. La progression de certains joueurs, je pense à Lilian Brassier, qui est passé de Lilian Brassier à Sergio Ramos en quelques semaines sans prévenir. Bradley Loco, qu'on a vu assez peu l'année dernière et qu'on avait vu quand il était sur le terrain plutôt emprunté, qui a fait encore un match vraiment. Hier, c'était assez impressionnant, hein. Il était vraiment déroutant, il avait de la confiance. Sur chaque prise de balle, il apportait quelque chose. Il y a eu assez peu de déchets. Et, je pense à lui. Le fait de repositionner Pierre Lesmelou en point de basse comme ça et avec un joueur aussi technique, je trouve que c'est également vachement intéressant. C'est très agréable de voir, voilà, d'une part la confiance, mais d'autre part les progrès que fait cette équipe. Petite pensée pour Mady Camara aussi, avec énormément d'appels vers l'avant qui sont très intéressants, qui créent un déséquilibre. Voilà, mettre vraiment au crédit d'Éric Roy, pas simplement le fait de, voilà, il y a plus de confiance à Brest, mais c'est vraiment une équipe qui progresse à la fois collectivement et des joueurs individuellement qui sont meilleurs chacun à leur poste. Je pense que si tu prends individuellement chaque cas, entre le début et l'arrivée de Eric Roy à la tête de cette équipe et actuellement, il n'y a pas un joueur qui a régressé. Tous sont devenus meilleurs. Alors évidemment, peut-être que c'est dans les têtes, hein, mais c'est presque le plus dur à faire, d'arriver à changer la mentalité des joueurs sur le long terme surtout. Parce qu'on a vu, hein, l'année dernière, on a quand même vu des purges, notamment à 3. C'est la première qui me vient à l'esprit, mais voilà, ce sont les mêmes joueurs, hein, donc il y a quelque chose qui s'est passé et c'est vraiment assez fou, et c'est finalement assez dingue de se dire que la réussite du projet actuel, enfin la réussite, on va dire, de l'année 2023 actuelle, tourne autour de Grégory Lorenzi, donc qui a été nommé alors qu'il venait de prendre sa retraite pour sa première expérience à un poste qu'il ne connaissait pas, et Eric Roy, qui a été nommé entraîneur après 10 ans sans avoir entraîné, 5-6 ans sans avoir rien fait dans le foot à part commenter la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, deux mecs de Paris, on va dire, un de Denis Le Saint, un autre de Grégory Lorenzi, qui s'avèrent payants. Alors évidemment, on dit souvent que si on n'a pas de sous, il faut avoir des idées. Là, on a des idées qu'on ne pensait pas être aussi bonnes, qui se révèlent surprenantes, vraiment fou, quoi. C'est fou. Qui aurait prédit à l'annonce de la signature de Eric Roy que 9 mois après, le Stade Brestois serait leader de Ligue 1. Pas nous en tout cas. Non, pas nous. Pas nous. Alors peut-être juste rapidement, avant de passer à la suite du podcast, individuellement, vous avez des joueurs qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil hier sur le terrain? Et toi, de ton côté, Fanche, peut-être? Moi, je disais que Camara, je le trouve très intéressant. C'est un peu un joueur de l'ombre dont on parle peu, parce qu'évidemment, on met en avant les joueurs qui sont souvent décisifs ou qui ont l'habitude de faire les gestes, les derniers gestes. Lui, Mady Camara est plutôt dans un rôle un peu hybride. Il joue assez haut, il se projette beaucoup, mais il est également très actif à la récupération. Ouais, donc je trouve que on a un petit peu critiqué le prix d'achat qui était assez élevé, hein, surtout quand on a peu d'argent. Mettre l'intégralité quasiment de ton enveloppe sur un seul joueur, t'en attends évidemment beaucoup. Et je trouve que petit à petit, il est en train de rentabiliser son transfert. Et je pense qu'il peut encore progresser. Tu as dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse que c'était encore dans le dernier geste qu'il pêchait par moment. C'est vrai qu'il y a parfois la touche de trop, le contrôle un peu manqué. Il a quand même mis un très beau but à Reims. Et hier, c'est lui qui récupère le ballon au bout de 4 minutes et qui l'offre à Satriano, qui peut marquer. Et ensuite, il se donne à fond, quoi. On a vu qu'il y avait un petit coup de mou physique au bout de 25-30 minutes avant de se remettre dans la partie. Mais aujourd'hui, avec Magnetti et Lesmelou, il fait un milieu de terrain extrêmement complémentaire. C'est pas forcément Joga Bonito tout le temps, mais c'est très solide et ça marche très bien. Après, c'est ce que je disais sur Steve Mounier, hein, rapidement. Le gars, il est remplaçant, il était titulaire l'année dernière, il reprend une place de remplaçant. Et quand il rentre, il donne tout ce qu'il peut pour justement, quitte à prendre un coup sur la tête lorsqu'il marque, pour l'équipe. Et son discours d'après-match, pareil, très mesuré, m'a beaucoup plu. Donc c'est les deux joueurs que j'avais envie. Mais en fait, on aurait pu, et je pense que peut-être vous allez en parler d'autres, mais on aurait pu mettre les 11 joueurs, à part Marco Bilotte qui a dû s'ennuyer fermement hier, dans les tops, parce que c'était une prestation collective de haute volée. Pour compléter sur Camara, il lui manque donc un peu de justesse technique et toujours un coffeur, hein. Ça fait 1 an et demi, mais hier c'était une cata encore. Voilà,
simple petit point mode nécessaire. J'ai presque l'impression que Camara est pas loin d'être l'un des joueurs les plus importants de cet effectif. Alors, ça va peut-être faire bondir, et surtout, j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je dis, tellement je n'étais pas trop fan de l'arrivée de Camara et surtout son prix d'achat. Mais on est là dans un exemple parfait de joueur qui est parfaitement mis en valeur par son collectif et qui, à la fin du processus, sera peut-être revendu plus cher que ce qu'il a été acheté. Évidemment, on est Brest, donc on a toujours cette petite idée derrière la tête. Mais vraiment, c'est peut-être le profil qui manquait. Alors, je sais pas si c'est son profil, si c'est le profil du pourquoi on l'a recruté. On était plus sur un Magnetti à la base, quelqu'un qui, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais moi à Saint-Etienne, quelqu'un qui est plutôt un gratteur de ballon et qui donne le ballon à un mec un peu plus technique que lui, donc peut-être Les Melou. Là, on est sur quelqu'un qui, tu l'as dit justement, Fanche, qui se projette beaucoup, qui se crée des occasions, qui est souvent dans la surface, but à Reims, penalty obtenu contre Lens. Hier, 2-3 fois aussi, on l'a vu dans la surface, assez logiquement, puisque Brest faisait le siège de la surface de réparation lyonnaise, donc on avait besoin de présence dans la surface. Mais c'est ce profil-là qui nous manquait ces dernières années, avec un style de joueur un peu, moi j'aimais bien parler d'Adrien Thomasson, qui arrive à marquer entre 5 et 8 buts en tant que milieu de terrain, qui peut permettre d'apporter du danger un peu plus haut sur le terrain et dans un milieu à 3, arrêter de se cantonner à un rôle un peu de 8 et arriver à se projeter. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a l'air de sentir assez bien le jeu aussi, qui fait les appels au bon moment, qui est souvent servi par ses partenaires, qui arrive à se mettre, à se libérer du marquage. Alors hier, il n'y avait pas non plus beaucoup de marquage, mais contre Reims, c'était pareil. Vraiment une très très belle surprise et quelqu'un qui est parfaitement mis en valeur, et on espère que ça va continuer parce que il a l'air lui aussi d'être parfaitement dans l'esprit, que ce soit sur le terrain pendant les 90 minutes, mais aussi avant et après. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est apprécié du groupe et qui a l'air d'apprécier le groupe également. Donc vraiment une belle recrue de façon également assez surprenante, en tout cas à ce prix-là. Comme tu l'as dit, quand on n'a pas de sous, dépenser 80% du budget sur un joueur qui au final était pas mal remplaçant l'année dernière, c'était assez risqué, mais on adore avoir faux dans ce sens-là. Peut-être évoquer des joueurs qui sont un petit peu plus en difficulté sur ce début de saison. On disait que les attaquants n'avaient pas marqué jusqu'à Steve Mounier hier. Moi, c'est la Persatriano Le Doiron. Alors, est-ce qu'il y a une complicité, une complémentarité entre les deux? Comment est-ce que vous jugez leur début de saison? Je trouve que moi, Satriano, il pèse beaucoup dans le jeu, malgré l'absence de réalisme devant le but et toujours aucun but inscrit. J'aime beaucoup ce qu'il fait quand il doit aller gratter des ballons, se placer devant son adversaire, passer devant lui, obtenir une faute. Même si il pourrait peut-être encore en faire davantage, parce qu'il y a encore des lacunes techniques par moment dans des remises. Et Le Doiron qui, se crée encore beaucoup d'occasions. Hier, il a sa frappe, et il a non plus pas de chance, qui est repoussé sur la barre par Lopez. Il y a ce geste qui est un petit peu similaire que l'occasion ratée face à Rennes, où il a le but en fin de match sur le centre de Chardonnay qui n'arrive pas à rabattre dans le but. Est-ce que Le Doiron, c'était la saison de sa vie l'année dernière et il retrouve un petit peu son niveau, ou alors est-ce qu'il est vraiment en manque de confiance et que ça va venir selon? Je suis un peu dur, mais moi je pense que oui, c'était la saison de sa vie, parce que au-delà des occasions ratées, hier encore, c'est le joueur qui a le plus de déchets sur le terrain, et de très loin, et il rate beaucoup de choses faciles. Alors il y a toujours cet abattage qui le rend presque indispensable, mais il y a un moment, il est en deçà. Honnêtement, je sais qu'il est très apprécié, etc., mais il faut reconnaître que sur ce début de saison, il est en deçà au-delà des occasions manquées, et j'avoue que ça a commencé à m'agacer un peu de le voir faire 80 minutes à chaque fois, alors que ça fait plusieurs matchs où c'est compliqué, quoi. Quand je vois un Bilal Brahimi qui joue seulement 5 minutes, ça me fait un peu chier. Je me dis que, voilà, il est peut-être pas aussi indispensable qu'on voudrait le croire, et plus les matchs passent, plus je me dis que, merde, 7 millions d'euros, c'était quand même une offre assez aberrante de la part de Lorient. Maintenant, je demande qu'une chose, c'est qu'il me donne tort, qu'il montre que ce qu'il a fait la saison dernière, il peut le refaire cette saison, et on attend de voir. Voilà, c'est pas un mauvais début de saison de sa part, mais pour moi, c'est lui qui est en deçà de tout le reste sur le début de saison. On aime bien ici parler des joueurs qui se cantonnent à ce qu'ils savent faire. Et je trouve qu'après cette très belle saison qu'il nous a produit l'année dernière, je pense que Jérémy Le Doiron s'est un peu perdu dans un joueur qui n'est peut-être pas, et qu'il faudrait retrouver l'efficacité un peu
de ces années où il découvrait la Ligue 1 finalement, jusqu'à l'année dernière compris, on va dire. Il y a trop de gestes un peu compliqués, une talonnade hier qu'on a vu, alors que c'est pas le geste juste à faire. Après, on a l'opportunité, grâce aux dernières recrues, de pouvoir le faire souffler un match ou deux, et même le faire rentrer. C'est pas parce qu'il débute le match sur le banc qu'il peut pas être décisif en fin de match. On l'a vu avec Steve Mounier. Hein. Absolument, et un Brahimi, un Kamori Doumbia, pourquoi pas le faire démarrer ailier. Par contre, Satriano, je trouvais que c'est son meilleur match de la saison hier. Je pense qu'il manque un peu peut-être de rythme. Il a peu joué finalement la saison dernière. Donc il est en train, je pense, de retrouver le rythme. On l'a vu pas mal à la bagarre avec les défenseurs centraux adverses et il était pas loin d'être aussi rapide qu'eux. Donc je pense que ça va venir. Mais pareil, concurrence. Si Steve Mounier commence à marquer des buts et devient meilleur, ce que je pense pas. Enfin, je pense que Satriano apporte toujours plus dans une équipe de football que Steve Mounier. Si Mounier commence à marquer des buts, c'est la loi de la concurrence. S'il est meilleur, il jouera, tout simplement. Franche, toi, est-ce que tu as beaucoup aimé les entrées, notamment de Doumbia, qu'on découvrait, de Brahimi, de Jonas Martin? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la meilleure entrée de Jonas Martin depuis le début de la saison aussi. Même si on l'a assez peu vu finalement. Il a été tout de suite dans le rythme. Une chose qui m'avait un petit peu déçu sur les dernières entrées en jeu, notamment face à Rennes. Kamori Doumbia a l'air très mobile. Je trouve très mobile. Il a l'air assez intéressant avec le ballon. Là, c'était vraiment pareil. Les premières bribes, hein, j'ai bien aimé. En tout cas, c'est un avis plutôt positif, je dirais. Et Brahimi, j'aurais bien aimé le voir davantage comme Yann, je rejoins ce qu'il disait. Ça m'a un petit peu frustré de le voir jouer uniquement, il est rentré autour de la 80e minute. 80e minute. J'aurais bien aimé le voir faire, 20-25 minutes, parce qu'on a vu que lorsqu'il était, il s'est procuré une très belle occasion, tout seul, en frappant de loin. Il aurait pu inscrire donc le deuxième but brestois du match. C'est intéressant, et c'est intéressant de voir que malgré l'effectif qui est assez court, avec 23 joueurs uniquement, les joueurs qui rentrent se fondent immédiatement dans le collectif et apportent aussi quelque chose de différent, parce que Brahimi, c'est un profil différent de Le Doiron, Mounier, c'est un profil différent de Satriano, et Doumbia, c'est un profil différent du joueur qui l'a remplacé. Je ne sais plus si c'était Camara ou Magnetti, mais en tout cas, ça permet aussi, encore une fois, d'avoir plus de variété dans ce qu'on est capable de proposer. Là, c'est dans un match où on n'était pas en difficulté, mais on avait du mal à percer le verrou. Dans un match dans lequel on est en difficulté, ça peut être intéressant aussi, peut-être pour trouver d'autres alternatives. Et donc Éric Roy, je pense, a de quoi faire, a du matériel, si on peut parler comme ça, a du matériel pour répondre si jamais l'équipe est en difficulté. Et on ne va pas non plus se cacher derrière le classement actuel, la première place. L'équipe sera très certainement en difficulté à un moment donné dans la saison, sur des matchs, sur des périodes un peu plus dures, pendant plein hiver, je ne sais pas. Mais il faudra compter justement sur cette diversité sur le banc pour répondre à tout ça. Et ouais, les entrants hier, je craignais un peu que les entrants, malgré Casse eux, un peu le rythme du match, peut-être. ouais, voilà, exactement. Casse un peu le rythme La du match et dynamique. casse la dynamique qui était insufflée par l'équipe. Et pas parce qu'ils sont moins bons nécessairement, mais parce que c'est pas évident, quand un collectif est aussi bien huilé, de continuer à le faire fonctionner de la sorte. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et évidemment, on ne mentionnera pas nécessairement les Pierre Lesmelou, les Brad Delocco, les Lilian Brassier, Kenny Lala, décisif sur le but. Globalement, tout le monde mérite un 7 ou un 8. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur un match solide collectivement. Il n'y a pas eu de moins, à part, on va dire, peut-être le réalisme, qui est le point noir de la soirée, mais globalement, quelque chose dont finalement on ne s'attendait pas à voir en tant que supporter du Stade Brestois, en tout cas pas immédiatement, quoi. C'est-à-dire que là, on était sur... Et petit point solidité défensive également, c'est quelque chose qu'on avait pointé du doigt les saisons précédentes. On faisait très très peu de matchs, on terminait très peu de matchs sans encaisser de but. Et là, c'est déjà le 3e en 6 matchs. Il y a eu le match contre Rennes, le match hier, et puis le match ou 2 matchs, du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, 2. 2 matchs. Le Havre, on a pris un but. Ouais, donc 2 matchs déjà en clean sheet. Et les 2 derniers à domicile. Donc c'est quand même une solidité défensive assez intéressante. Surtout quand on se souvient qu'il y a un an à peu près, jour pour jour, un petit peu plus, on se prenait un 7-0 à domicile. Fanche, tu en as parlé dans le sommaire de ce podcast. Tu as fait un petit parallèle entre l'équipe donc de 2010, qui était leader après ce match contre Saint-Étienne, resté dans les mémoires, et donc cet effectif 2023. Qu'est-ce que tu as pu en retirer
Alors, je vais essayer de faire assez rapidement pour pas monopoliser la parole et vous laisser rebondir sur ce que je dis et justement dire si vous êtes d'accord ou pas et si des choses à ajouter ou pas. Je rappelle juste la composition rapidement de 2010 parce que c'est toujours intéressant pour les plus jeunes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément vu ces périodes-là et ça fera toujours plaisir aux anciens évidemment. Avec dans les buts Steve Elana, une défense Paul Bass, Maurice Boapanga, Ahmed Kantari, Omar Daf, un milieu de terrain Oscar Evolo, Mario Lichka, et après on avait donc Benoît Le Sommier, Romain Poyet, Thomas Michola et Nolan Roux. Et on avait évidemment sur le banc des remplaçants, je ne vais pas donner tous les noms, mais certains vont vous parler, je pense, notamment Bruno Grougy et Grégory Lorenzi. Après, tu peux donner les autres aussi, parce que... Allez, je donne les autres. Alors, certains, vous les avez peut-être oubliés, je pense, notamment le gardien remplaçant, donc c'était Deneuve. On avait Brahim Ferraj, bien connu évidemment des supporters brestois. Grandier Ngoï, qui était prêté par le PSG à l'époque. Richard Souma, qui venait de Guingamp, qui n'a jamais confirmé ce qu'il avait montré avec Guingamp. Et bien sûr, Johan Bigné, qui, moi, quand j'ai préparé, j'avais un petit peu oublié que Johan Bigné était encore avec nous sur cette première saison de Ligue 1. Alors pour Richard Souma qui n'a jamais aussi confirmé ce qu'il montrait à l'entraînement, visiblement. Oui, parce que c'était la réputation d'un joueur très bon à l'entraînement, mais malheureusement, visiblement en match, c'était pas la même chose. Peut-être était-ce la pression, peut-être le contexte. On ne le saura jamais. Et donc en 2010, après 6 journées, j'ai comparé d'abord avec la 6e journée, parce que Brest n'était pas leader après 6 journées à l'époque. Brest avait 8 points contre 13 aujourd'hui, 2 victoires de nul, 2 défaites, 5 buts marqués uniquement contre 8 aujourd'hui et 4 encaissés, alors un petit peu moins que l'année dernière. On va voir que en 2010, c'était vraiment la défense qui était le point fort. Alors j'ai noté déjà peut-être avant que je parle des points communs et des différences, vous, est-ce que vous vous souvenez du moment de l'endroit où vous étiez pour ce match contre Saint-Etienne? Est-ce que vous étiez au stade? Est-ce que vous n'y étiez pas? Personnellement, j'étais dans les Côtes d'Armor. J'étais chez mes grands-parents. J'écoutais le match à la radio. Déjà, rien que le fait de se souvenir d'où on était, moi, pour le coup, étant donné c'est assez facile puisque j'étais pas au stade, mais voilà, ça amplifie un peu cette légende de ce match contre Saint-Etienne, qui évidemment, un peu à l'image de la Coupe du Monde peut-être 98 et celle de 2018, sera peut-être toujours davantage dans les mémoires pour les fans qui l'ont vécu. Je pense que la première fois que Brest a été leader, ça marque peut-être un peu plus que celle-ci. Même si on peut espérer, on va dire que la saison se termine mieux cette fois-ci. De mon côté, je m'en souviens très bien, j'étais ramasseur de balles. Donc voilà. Ça marque. Mais on y reviendra dessus. Évidemment. Quel niveau ramasseur de balles sur le terrain? Alors c'était du côté d'Arkea. Ok, première loge quoi. Voilà, c'est ça. Mais on reviendra dessus, mais bon, c'était peut-être plus d'émotion, mais il y a un contexte qui fait que c'était moins un peu légitime, mérité. Faut rappeler, voilà, on va revenir dessus, mais bon. Alors moi, sur ce match, j'étais, je pense, grosso modo à la même place qu'hier. Ça n'a pas dû beaucoup bouger. Peut-être un tout petit peu plus sur la droite, mais quelques mètres uniquement. Donc c'est-à-dire au niveau du poteau, on va dire gauche, poteau droit quand on regarde le but. Oui, de notre en route de Quimper. C'est ça, exactement. Alors que route de Quimper différente, bien sûr. Bien sûr. Moins agréable, peut-être. Mais toi aussi, tu étais aux premières loges et tu as vu, tu as senti le but dès que le ballon avait été parti du pied droit de Romain Poyet. Ah bah oui, on l'a vu. En plus, si je dis pas de bêtises, le but de Poyet, c'est le deuxième. Et je me souviens de la tête de Lichka qui vient sur un. Il y avait eu une action où Nolan Roux, si je dis pas de bêtises, est taclé et tout le monde réclame une faute. Et les Stéphanois s'arrêtent de jouer un petit peu et il y a que le centreur, alors ça doit être Bruno Grougy qui était rentré à ce moment-là, qui centre pour Lichka, qui marque. Et c'était incroyable, les souvenirs sont absolument dingues. Mais hier, tu vois, malgré les années qui ont passé depuis, et puis le fait d'avoir grandi et tout, ça m'a quand même fait procurer beaucoup d'émotions, ce but de Mounier. Et ça faisait très plaisir, et notamment ce que disait Yann sur la légitimité et puis de cette première place, ça fait quelque chose. Alors je vous présente les points communs et les différences rapidement, et vous me dites si y a des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord ou pas. Les points communs d'abord. Déjà, il y a une continuité très nette entre les deux. En 2010, l'équipe avait très peu changé par rapport à la montée. Dans le 11 que je vous ai donné tout à l'heure, qui avait commencé le match contre Saint-Etienne, il n'y avait que Bass, Lichka et Michola qui étaient des recrues titulaires dans l'équipe. Et cette année, dans le 11 de départ, il n'y a aucune recrue qui commence face à Lyon, à part Satriano, si on le compte comme recrue, sachant qu'il avait déjà joué au club. Et sur le banc, c'était le même entraîneur que la saison précédente. Donc je pense que cette continuité, et on le voit bien dans la Ligue 1 de cette année, les clubs qui ont assez peu changé performent, alors que ceux qui sont en reconstruction sont en difficulté.
Il y a également un esprit vraiment collectif et la volonté de combat et de l'effort. C'est deux groupes qui ne lâchent rien, ça se bat vraiment sur tous les ballons. Et visiblement, quand on voit les insides que le club nous propose, d'ailleurs de manière très agréable, on sent vraiment une équipe de potes et c'était la même chose après la montée. Je pense que c'est un signe et dans les deux cas, c'est Bruno Grougy qui offre le but à Lishka et là donc qui était entré en jeu, le banc qui était décisif. Et pareil pour Mounier cette fois-ci. On a également une certaine efficacité de l'extérieur, hein, avec 6 points cette saison déjà en 3 matchs, alors sachant qu'à Marseille on aurait peut-être pu au moins avoir un nul. Et en 2010, c'était pareil, des victoires en début de championnat à Bordeaux, à Caen, à Nancy, à Monaco sur les 10 premières journées. C'était extrêmement, extrêmement efficace à l'extérieur. Deux autres choses, l'atmosphère autour du club, avec des matchs à guichet fermé, un public complètement chaud, qui est complètement conquis par ce qu'il voit, et qui s'identifie, je dirais, beaucoup dans ses joueurs, dans les valeurs qu'ils sont en train de transmettre sur le terrain, cette abnégation, cette force mentale, cette force morale. Et dernière chose, c'est un petit peu l'écho médiatique qui vient toucher le club avec des unes de l'équipe. Il y a pas mal de débats autour de Brest en ce moment, même si on a tendance plus à parler des défaites de Lens, des défaites de Lyon lorsqu'on les bat. Mais il y a aussi plus de sollicitations, plus de joueurs qui sont dans les médias. Et donc ça peut être quelque chose de très bien pour les suiveurs, mais également quelque chose qui pourrait à terme être un petit peu dangereux si jamais on commence à s'éparpiller. Et je vais vous laisser rebondir peut-être sur les points communs d'abord. Je rebondirai juste sur ce dernier point. Moi, je vois une différence parce que je me souviens très bien, donc 2010, le débat de l'after sur RMC directement après, c'est Brest leader, symbole de la faiblesse du championnat de France. Tout à fait. C'est pas le discours qu'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est renforcé par le fait que les clubs français ont fait une très belle semaine européenne, mais j'ai l'impression qu'on reconnaît plus que Brest est leader parce que Brest fait un bon début de saison, pas parce que les autres sont à la rue. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et Brest n'est pas promu aussi cette saison. En plus, oui. Il n'y a pas ce storytelling. Malgré le fait que les 4 dernières saisons ont été plutôt passées dans le ventre mou du championnat, là, on a une certaine légitimité, une construction d'effectifs qui est plutôt bonne, avec des joueurs, tu vas en parler dans les différences, mais qui connaissent davantage, beaucoup plus la Ligue 1 que ce qu'on pouvait voir en 2010. Tout à fait, tout à fait. Là, vous avez fait la transition parfaite entre les points communs et les différences. Justement, donc les différences, Yann, tu l'as dit en préambule, il y a des choses qui changent. On n'assiste pas à une rebelote finalement, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de différencier les deux périodes. Déjà, lorsque Brest prend la tête de la Ligue 1 le soir de la 11e journée en 2010, on était fin octobre, le club donc comptait 21 points. C'était 11 buts marqués en 11 journées, donc une force offensive assez médiocre finalement, et 1,90 points par match contre aujourd'hui on est à 2,16 points par match, donc on avance plus vite à l'heure actuelle. Je redis, en 2010 on avait un bloc solide très défensif, mais assez peu donc dangereux offensivement. On se souvient que Steve Elana avait tenu plus de 800 et quelques minutes sans encaisser de but. Je crois qu'il encaisse un but à Lille après qui met un terme à la série. Et je rebondis sur ce que Quentin disait avec quelques chiffres, c'est qu'il y a surtout cette année beaucoup plus d'expérience dans l'effectif avec des joueurs qui ont beaucoup plus de matchs de Ligue 1 au compteur. Alors j'ai pas trouvé le nombre de matchs que l'effectif brestois avait disputé en Ligue 1 en 2010, mais ça devait être très très peu parce que je pense que 90% des joueurs, si ce n'est l'intégralité, avaient quasiment peu joué, à part Ewolo et Daf, très peu avaient connu vraiment la Ligue 1. Et cette année, l'effectif du Stade brestois compte 1884 matchs de Ligue 1 en tout, avec dans le top 3, on a Jonas Martin avec 230 matchs, Pierre Lesmelou 188, Kenny Lala 159, et 9 joueurs en tout ont plus de 100 matchs de Ligue 1. Et je pense que ça va apporter de l'eau au moulin de Yann qui parlait de légitimité tout à l'heure. C'est une équipe qui connaît ce championnat et qui n'est pas là par hasard. Et je rajoute quelque chose qui m'a également intéressé, au-delà du fait que l'équipe, effectivement, c'est pas une équipe promue cette année, c'est aussi la qualité du terrain. À l'époque, c'était un peu le champ de patates de Francis Leblay et on jouait un petit peu là-dessus. Cette année, on a vraiment un billard et on a beaucoup plus de maîtrise au cours des matchs. Vraiment, les victoires sont toutes méritées et les matchs nuls ou les défaites auraient pu se transformer parfois en résultats un petit peu plus positifs pour Brest. Donc voilà quelques différences, quelques points communs entre les deux périodes. Je ne sais pas, est-ce que vous en pensez, vous, sur ces différences-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Je vais accentuer sur les différences. Loin de moi l'idée de démystifier 2010, mais déjà il y a plusieurs choses. La première, ne pas oublier qu'on est leader, notamment parce que le match de Marseille est reporté. C'est tout bête, mais il y a cet élément-là. Et ensuite, quand même, on se rappelle un peu des matchs.
il y avait beaucoup de matchs où on trouvait que c'était bien payé, où Brest s'en sort bien, soit parce qu'il y a un Steve Elana monstrueux comme à Monaco, soit parce qu'il y a des faits de jeu qui tournent dans notre sens et on repart avec les 3 points au lieu d'avoir un. Enfin, vraiment, il y avait le côté très surprise et putain, on a de la chatte. Et voilà, tu savais très bien que t'allais très très vite redescendre, que t'allais retourner vers la lutte pour le maintien, il n'y a pas de si. Là, aujourd'hui, Eric Roy est le premier à le dire. Ok, t'es premier avec 13 points, mais t'es presque un peu frustré de pas en avoir 14 ou 15, parce que t'as Rennes, t'as Marseille. C'est totalement différent enfin, ouais, c'est mérité aujourd'hui. Les résultats sont mérités. Cette équipe-là, elle a pas de chance, elle est pas portée par un excès de réussite, elle est juste à sa place. Là où en 2010, c'était assez évident, personne n'allait le contester, que Brest n'était pas à sa place sur ce début de saison. Voilà. Alors, l'autre différence, c'est que c'était la 11e journée, et là, c'est la 6e. On fera le point dans 5 journées. Mais pour moi, je pense que ce Stade Brestois-là est beaucoup plus convaincant et beaucoup plus rassurant pour la suite de la saison que celui de 2010. Et finalement, 2010, c'est pas une surprise de voir Brest finir, je crois que c'est 14-15e. Là, cette saison, avec ce début, vu ce qu'on a vu dans le contenu, s'il finit 14-15e, ça serait une mauvaise surprise. Une différence majeure aussi qui explique ce côté un peu légendaire de 2010 évidemment, donc le côté promu qui c'est un peu le petit pousset qui déplace des montagnes et qui apparaît comme leader voilà, de façon un peu inattendue. Là on était sur un calendrier assez alors évidemment la Liga a beaucoup changé depuis, mais donc on est sur une série de 8 matchs, hein, c'est ça, sans prendre de but, qui jusqu'à Saint-Etienne. Après, je crois que c'est Lille-Brest, hein, où C'est ça. Elana encaisse un but. Ouais, c'est ça. Super but de Poyet, d'ailleurs, pour égaliser, hein, il me semble. Tout à fait. Donc là, on est sur une série de 8 matchs sans encaisser de but, avec Caen, Lorient, Nancy, Valenciennes, Monaco, donc qui descend en fin de saison. Un 0-0 contre Avignon et 2 victoires contre Bordeaux et Saint-Etienne. Donc un calendrier qui est quand même inférieur à celui que Brest a pu affronter sur cette saison 2023 pour l'instant. Et ça va continuer d'ailleurs avec des Nice qui arrivent, et Paris dans pas très très longtemps également. Donc vraiment l'impression que Brest ne doit rien à personne sur ce début de saison 2023, où on a l'impression que Brest est légitime. C'est un mot qui est pas mal revenu quelques minutes ici, mais vraiment on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter brusquement. Oui, et tu parles de calendrier, etc. Il faut regarder aussi les performances des autres équipes. En dehors de Paris, qui est en deçà de ses standards habituels, les équipes qui sont dans le haut de tableau font un bon début de saison. Nice, Monaco, c'est un super début de saison aussi, tu vois. On profite pas de la nullité des autres, sauf éventuellement de Quand on Paris. est à plus de 2 points par match, effectivement, Bah, c'est ça. Il y a un régulièrement moment, considéré comme un rythme de champion, les 2 points par match. On a été gagné au Havre, on peut se dire que le Havre, c'est l'équipe un petit peu la plus faible qu'on a pu rencontrer cette saison. Depuis, le Havre a joué 2 matchs à domicile. Là, ils sont en train de mener 2-0 après un quart d'heure contre Clermont, et ils en ont mis 3 contre Lorient. Donc, encore Et ils ont été faire 2-2 à Rennes à 10 contre 11. Et tout à fait. Donc, équipe qui, sur un peu comme le Brest justement 2010, sur la continuité de sa saison en Ligue 2, qui était pas forcément évidente à battre et que Brest avait complètement maîtrisé, surtout en première période. Oui, vraiment, on a l'impression vraiment que c'est difficile à décrire, hein, comme sentiment, mais vraiment l'impression actuellement que Brest est là pour, alors peut-être pas évidemment jouer les places européennes. Il y a peut-être une série de matchs difficiles qui va apparaître, où il y aura peut-être moins de... Après, c'est difficile même de parler de réussite, parce même quand on regarde les stats un peu plus avancées, on a l'impression que Brest sous-performe, notamment offensivement. Beaucoup d'occasions pour beaucoup de ratés, aussi beaucoup de grosses occasions pour beaucoup de gros ratés. Donc c'est difficile vraiment de parler de réussite. On ne sait pas, il y a peut-être quelques blessures, quelques suspensions ici et là, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu caractériels, ce qui est à la fois une très bonne chose. Je te coupe pour les suspensions, parce que est-ce que vous savez si les cartons jaunes de la saison précédente continuent à compter pour cette saison-ci? Je pense que oui. c'est la question que je me posais aussi. Parce que si c'est le cas, il y aura Mady Camara, Pierre Lesmelou et Lilian Brassier suspendus contre tout. Voilà, ça fait un blanc, je sais. Et la route de Quimper. Et la route de Quimper. Ça fait beaucoup de monde en moins. Donc peut-être que les joueurs viendront en tribune Arkea avec nous. Mais voilà, c'est effectivement les aléas de la saison. Et justement, Quentin, ça fait de la transition peut-être
pour terminer et entamer la dernière partie de ce podcast sur le et maintenant. J'avais posé 2 questions à l'intro, je les rappelle. Est-ce que pour vous, le maintien, c'est toujours l'objectif numéro 1? Et est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable, dès la 6e journée, de devenir un petit peu plus ambitieux, même je dirais, est-ce que je vais oser dire, plus exigeant maintenant avec ce Stade brestois, ou pas? Je vous laisse, je sais pas, Yann, peut-être pour commencer. Bah, Peut-être avant que nous on réagisse, peut-être que Eric Roy a son petit mot à dire sur la question éventuellement. Effectivement, S'il a peut-être tout à fait, parce une qu'Eric petite apostrophe à nous laisser, notre ami Eric Serge, bien sûr, l'excellent, hein, Eric Serge premier. Roy s'était exprimé justement effectivement sur l'ambition que devait avoir le Stade brestois dans ce championnat de Ligue 1. On l'écoute. Il y a un objectif commun qui nous réunit et ça, c'est déjà l'essentiel. C'est lequel d'ailleurs cet objectif commun? Vous en parlez beaucoup tout à l'heure. Oh, la Champions League, je pense. C'est clair. oui, c'est très clair. Non, alors on va pas s'enflammer par les Champions League, mais il y a un moment, moi j'ai envie de briser un peu, tu sais, parce qu'à Brest, on a tellement de traumas qu'on veut pas s'autoriser à rêver. J'ai entendu beaucoup de monde dire oui, bah de toute façon c'est évident, on va se faire torcher contre Lyon, tous les signes sont là, et on se dit faut rester à notre place, faut pas oublier d'où on vient. Je suis d'accord, mais à un moment faut s'autoriser à rêver. Il faut s'autoriser à rêver quand tous les signaux sont ouverts. Enfin, on a dominé quasiment toutes les équipes qu'on a jouées pour l'instant. On est dans un championnat à 18, on a joué 6 équipes, c'est-à-dire qu'on a joué un tiers de ces équipes-là. Un tiers, c'est aussi un chiffre intéressant, parce que un tiers du championnat va aller en Coupe d'Europe cette saison. C'est ça, les 6 premières places sont qualificatives pour la Coupe d'Europe. Tu rajoutes peut-être la Coupe de France. Il y a un moment, je serais très déçu qu'on continue à dire, on va jouer la 15e place. Je dis pas qu'on va finir 6e, mais qu'on puisse se mêler à la lutte jusqu'au bout, et qu'on considère aujourd'hui, certes, qu'après 6 journées, que en dessous d'un top 10, ça serait un peu décevant. Moi, j'y suis. Alors, je dis pas qu'il faut être plus exigeant, notamment dans le jeu, mais en tout cas, faut s'autoriser à arriver, il faut arrêter de se limiter à c'est un bon début de saison, ça nous fait des points pour la suite, ça sera plus tranquille le maintien. C'est un bon début de saison qui peut nous permettre de viser plus que le maintien. Je dis pas qu'on finira en Europe, mais qu'on peut essayer. De toute façon, être ambitieux, normalement, ça t'empêche pas d'avoir des bons résultats. Ils vont pas évidemment afficher des ambitions clairement dans les médias et dire bon oui, maintenant on joue avec des champions sérieusement. Mais je pense qu'à l'intérieur du groupe, ils vont se fixer des objectifs comme ils le font depuis le début d'année sur des petites séries de 3-4 matchs, et c'est comme ça qu'ils vont avancer. Et t'as raison, Brest il n'y a pas de raison justement d'être frileux, même si à mon sens, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, je donnerai mon avis, je pense que le maintien doit rester absolument la priorité numéro 1. Et voilà, tu as raison, on n'est pas obligé de ne pas rêver. Moi, je veux pas trahir de secret, je suis pas le genre à le faire, mais hier, pendant la mi-temps, ou avant le match, je sais plus, il y avait Quentin qui était déjà en train de regarder les clubs qui jouaient la Conference League et qui faisaient ces petits groupes, et il me disait, tiens, ce serait bien d'aller là, tiens, Bodo Glimt, tu penses que ce serait pas mal? Donc je pense que lui, il est complètement partant pour la Coupe d'Europe. Non, après, c'est difficile. C'est difficile d'être d'un supporter brestois et se dire on joue la Coupe d'Europe. Après, de là, je comprends pas trop pourquoi les journalistes ont rigolé à la réponse d'Eric Roy. Il avait ça avait l'air assez sérieux dans sa réponse. Donc si lui se dit qu'il va jouer avec des champions, hein, ce qu'il dit clairement maintenant, c'est sûr. Vous pouvez ressortir les bandes en fin de saison, il n'y a pas de souci. Mais il y a un tiers des points qui ont été acquis par rapport au maintien. On a 13 points maintenant, le maintien devrait se jouer autour de 37, on va dire 37, 36 points. Donc après c'est difficile de trouver un objectif. Si on pouvait battre peut-être la meilleure place, on va dire de l'ère moderne du Stade brestois, qui doit être 12e peut-être 11. 11e, voilà, 10e ce serait très bien. Je suis d'accord Première avec toi. partie de tableau. Je rajoute un élément, puisque moi j'ai envie d'être dans l'excès, d'être ultra optimiste. Tu l'as dit, Quentin, on a eu un calendrier pas facile. Là, on va jouer encore, on a des équipes comme Clermont, où normalement c'est quasiment 6 points sur la saison. C'est aussi plus facile de se motiver contre des équipes contre Rennes, contre des équipes contre Marseille, donc c'est difficile de savoir comment on va réagir. Après, contre le Havre, l'un des matchs où on a été le plus en difficulté, surtout en deuxième période, c'est contre le Havre. Oui. On n'a pas eu de temps faible, aussi faible, aussi longtemps, face à Marseille, face à Rennes, face à Lyon, évidemment. Lens, ça a été très très difficile, Lens en première période jusqu'au penalty, jusqu'au 2-1. Mais tu vois, c'est difficile de savoir est-ce que les mêmes ingrédients vont être mis sur des matchs contre Clermont,
contre Strasbourg, Lorient, Nantes. ouais, contre Metz, tu vois, des équipes comme ça. Ça, Une fois qu'on aura peut-être vu le Stade Brestois contre des équipes un peu plus faibles de son championnat, si l'intensité est mise, alors le point positif c'est qu'il y a 4 matchs de moins cette saison. Donc c'est quand même 360 minutes de moins à jouer. Donc a priori, bon, c'est assez peu. Sur le long terme, c'est peu, mais ça peut faire la différence sur un ou deux matchs, sur une ou deux fins de match, où il y aura peut-être un peu plus de rythme, de fringance, de lucidité dans ce que feront les joueurs. Mais j'ai surtout envie de voir comment les joueurs vont se comporter contre des équipes un peu plus faibles ou réputées un peu plus faibles, parce que souvent, c'est ce qui se passait les saisons dernières à domicile contre des grosses équipes. Brest était là, et puis à l'extérieur contre des équipes un peu plus faibles, Brest était plus là. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Je pense que ce sera pas le cas parce que il y a, on va dire, des joueurs qui ont la tête sur les épaules, qui sauront recadrer ceux qui ne feront pas les efforts à un moment M. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et, peut-être se laisser 1 ou 2 mois encore pour regarder comment évolue le championnat, comment évoluent les prestations du Stade Brestois. Mais pour l'instant, on profite surtout. Parce que c'est pas anecdotique, parce que ça représente, enfin surtout, peut-être en 2010 c'était anecdotique, en 2023 ça ne l'est plus parce que c'est mérité et que ça peut traduire un éventuel changement de cap, une progression nette du club dans son ensemble. Finir 9e et finir 15e pour un joueur qui peut venir au Stade Brestois, c'est différent. Ça offre des possibilités différentes aussi pour le mercato, pour l'investissement, pour le centre de formation par exemple, pour un éventuel nouveau stade. Ça peut, voilà, c'est tout un champ de possibilités qui s'offre au club de pouvoir progresser, de prendre quelqu'un en plus à la communication. J'en sais rien, voilà, des salariés en plus, peu importe. Ça peut offrir davantage de possibilités au club de faire une bonne saison et de s'imprégner encore plus de cette Ligue 1 qui, là on est en tout cas bien parti pour faire une 6e saison consécutive en Ligue 1, ce qui, pour un club comme Brest, est une performance. Moi, je pense Oui, que c'est déjà bien, déjà l'essentiel en fait, de se dire que si on peut éviter déjà de trembler cette année, moi je signe tous les jours. Mais on va rester prudent parce que tu l'as dit et je suis d'accord avec toi sur les matchs extérieurs l'année dernière. Chez les je me souviens du match à 3 qui m'avait beaucoup marqué, notamment le 2-2 qui est un peu miraculeux. Brest peut très bien retomber également dans les travers et va connaître des périodes plus difficiles. Donc ça nous empêche pas d'apprécier le moment, je dirais, d'apprécier ce moment où tout va bien, tout en étant lucide et en gardant en tête qu'on n'est que Brest, on sait d'où on vient, mais on va pas se priver de prendre la place de quelqu'un d'autre. oui, et vraiment, pour moi, faut pas s'empêcher de rêver, et je vais reprendre les mots d'Éric Roy. Alors, je crois que c'était après le match contre Reims, où ça peut et ça doit ouvrir à de nouvelles ambitions. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais honnêtement, moi, si ça continue, par exemple, si on fait un match nul à Nice, qu'on bat Toulouse, quelque chose comme ça va commencer à m'agacer d'entendre des gens dire oui, le maintien. Très bien, mais je veux dire, si tu poursuis un objectif de finir top 10 ou finir Coupe d'Europe, le maintien, ça va avec. Donc voilà, je sais que je suis dans l'excès, je suis trop optimiste, mais un peu d'ambition n'a jamais tué personne. Un peu, faut pas en avoir trop, et je pense pas en avoir trop en l'état. Bah écoutez, Il faut aussi voir enfin, la qualité des adversaires. il y a un Je calendrier pense que copieux qui arrive, hein. ouais, Là, il y a- calendrier copieux, et je pense qu'il y a des équipes qui ne sont pas nécessairement à leur place pour l'instant, principalement Lens, on va dire. Oui. Il y a aussi un mercato d'hiver qui va arriver. On sait par exemple que Lorient a fait une excellente première partie de saison la saison dernière. Et puis le mercato d'hiver, alors je pense pas que les actifs du Stade Brestois soient aussi intéressants, on va dire, pour d'autres formations, notamment étrangères, anglaises. Mais on sait jamais. Un Lyon-Brassier, par exemple, peut partir au mercato d'hiver s'il y a une grosse offre. Romain Del Castillo est en fin de contrat en juin prochain. Est-ce qu'il faudrait pas, une fois que t'es presque maintenu, faire une Hélène Benbassat et plutôt que C'est ça. de le voir laisser partir pour gratuit, toucher un petit pécule qui serait entre peut-être 1 million d'euros, entre 1 million et 2 millions d'euros. Donc c'est compliqué, on ne sait pas. Il y a beaucoup encore d'incertitudes, de points d'interrogation autour de cette saison au 24 Alors, septembre. Difficile.
tu as tout à fait raison sur l'intersaison. Cette année, il y a une différence avec l'année dernière où des clubs avaient pu se relancer comme Brest, qui avait complètement changé entre la première partie et la deuxième partie de saison. C'est qu'il n'y a pas de grande trêve de Coupe du Monde non plus. Donc il n'y aura pas une immense période pour les clubs qui sont en difficulté. Je pense à Clermont, par exemple, en ce moment, pour se refaire la cerise, tu peux très bien être dans un tunnel de mauvais résultats et y rester jusqu'au bout. Donc là, pour le coup, Brest fait bien d'être dans cette dynamique cette année plutôt que l'année dernière. Après, oui, clairement, si on finit 15e, ce sera un peu décevant. Mais si on finit 15e, au final, bon. Moi, ça me va, hein, tant qu'on est maintenu, honnêtement, moi, la 15e place m'irait très bien. Mais effectivement, quelque part, ce serait presque même positif de se maintenir avec des regrets. Ça veut dire qu'on est quand même là et on est capable de mieux. Donc, moi, si on pouvait atteindre une 12e place, je serais vraiment ravi cette année. Et ce très bon début de saison doit nous permettre justement d'être ambitieux et de pouvoir espérer un classement comme ça, dans ces eaux-là. Parce que, honnêtement, on n'a rien à envier si, sur l'ensemble du championnat et sur la durée, ça va peut-être s'équilibrer un petit peu, mais à des Lorient, des Montpellier, des Metz, peut-être même des Nantes, voilà, on peut rivaliser avec des équipes comme ça. Et en dessous de nous, je vois des Clermont plus faibles largement. Au final, en tant que supporter, c'est assez difficile. Évidemment, pour être dans l'excès, un peu comme Yann. Moi, en fait, mes objectifs de la saison personnelle, c'est de vivre des émotions, de prendre du plaisir à suivre cette équipe, de pas tout l'inverse de l'année dernière, globalement. Vraiment, l'année dernière, c'était éreintant, c'était vraiment fatigant. C'était pas agréable, hein. Non, c'était pas agréable. Et là, pour le coup, cette saison, alors évidemment, c'est très très récent, hein, mais c'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et la saison est presque déjà réussie en tant que supporter parce qu'on a vécu des trucs qu'on ne pensait pas vivre. Faut En pas 2010, faut pas on perdre était de adolescents l'esprit, encore, donc c'était différent. ouais, faut pas perdre d'esprit que ça fait que 6 matchs et qu'il reste encore une grosse partie de championnat et que s'il y a un très mauvais enchaînement de résultats, bon, la saison réussie, on l'oubliera très vite. C'est un très bon début de saison. Oh, c'est parfait. Oui, c'est parfait, Et, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. ouais, non, y a pas vraiment de points On peut négatifs. rien espérer de plus. C'est même au-delà de nos attentes. C'est très largement au-delà de nos attentes. Ouais, c'est presque décevant, hein. Au final, quand on regarde les matchs, presque frustrant de n'avoir que 13 points. Mais on vit des trucs, je pense On surtout n'oubliera pas. à ceux qui suivent le club depuis des années, des dizaines d'années, qui ont suivi le club en CFA, en national. On était un peu trop jeunes pour faire ça, mais qui doivent vivre des choses pour la deuxième fois, qui ne pensaient jamais vivre en tant que supporter du Stade brestois. Les deux seules choses qui peuvent surpasser, être premier, même l'espace d'un week-end, hein, mais cette petite bribe d'émotion extrêmement intense qu'on a vécu hier au stade à la 87e minute, parce qu'on savait toutes les implications que ce but de Steve Mounier pouvait apporter. D'ailleurs, je pense que le stade a explosé comme très rarement sur un but. À la fois parce que Ça faisait un peu évidemment, de victoire de coupe, tu vois, ou de match de coupe où tu gagnes un titre derrière, alors qu'au final, bon, c'est quand même ouais, la décisif. montée, quoi, peut-être contre Niort, le premier but Ouais, contre voilà, la c'est ça. montée Ouais. contre Un Niort. but un peu décisif, alors que celui-là ne l'était pas vraiment. Mais Non, comme non, on est Brest, on a assez peu d'émotions finalement. Il faut pas se le cacher. On a assez peu d'émotions à vivre en tant que supporter, parce qu'on fait très rarement des parcours en coupe et en Ligue 1, bah, c'est le maintien. Et généralement, c'est plutôt des choses qu'on vit en fin de saison lorsqu'on accroche un maintien. Et là, le vivre assez tôt dans la saison, c'est très agréable. Et les deux seules choses qui peuvent, on va dire, surpasser cette émotion qu'on a vécue hier au stade, surtout que le scénario s'y prêtait bien avec le match totalement maîtrisé. Et on va dire, ce but était à la fois une satisfaction, mais aussi une délivrance, hein, pour nous. On va dire que c'est une finale de Coupe de France et un match de Coupe d'Europe. Pour moi, c'est les deux seules choses que maintenant, on va dire, je rêve de voir avec le stade brestois. Une finale de Coupe et un match de Coupe d'Europe, que ce soit n'importe quoi, hein, une Coupe Intertoto premier tour contre un club, contre le FC Vaduz, mais c'est très bien, très bien, très bien. On aura checké quelque chose de la liste. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Bah ouais, Coupe d'Europe. Ah, ça s'enflamme. Yann, il a envie de on y pense évidemment, mais Mais oui, mais évidemment que ça s'enflamme. On a envie de rêver. Peut-être qu'on finira 13e, 14e, peu importe. Peut-être qu'on finira 7e. Mais ne serait-ce que de se dire que, à un moment, on a pu l'envisager, ça fait du bien. On n'oublie pas d'où on vient. C'est de la saison enfin, surtout la dernière. Voilà, je dis pas qu'on va y aller, mais on peut l'envisager. Et ça, c'est fou. Ça, c'est, même dans la mentalité, ça montre tout ce qu'Eric Roy amène. Tu amènes de l'espoir. Là, tu subis pas ta saison.
ne subis pas ta saison. Est-ce qu'il n'y a pas meilleure conclusion pour ce podcast, en tout cas en parlant d'espoir et de rêve de coupe, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, ou après, où est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour avec cette grosseur de discussion autour du Stade Brestois, qui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, est leader de Ligue 1 actuellement? Moi, j'ai envie de dire que depuis que je supporte le Stade Brestois, c'est la période sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir en tant que supporter. Sur les 6 derniers matchs ou plutôt les 6 derniers mois même? Les 6 derniers matchs. D'accord. Après, c'est différent de jouer le maintien. Évidemment, on est content, mais c'est quand même différent. Voilà, c'est une sensation différente. On a l'impression d'être acteur du championnat, là. Ouais, en plus, c'est surtout, même au-delà des résultats, tu vois, c'est surtout l'attitude des joueurs, les idées proposées par l'effectif, par le coach. C'est un mélange à la fois de vices, parce qu'il y a beaucoup plus de ça que les saisons dernières, de jeu, d'occasion, de solidité aussi, et vraiment du plaisir. On en prend dès de la 90e minute avec cette équipe pour l'instant en tout cas. Je vois des séquences de jeu, j'ai l'impression de voir une équipe qui maîtrise mais absolument totalement son sujet, qui sait ce qu'elle fait, qui domine son adversaire comme jamais je n'avais vu Brest dominer un adversaire, que ce soit en deuxième période à Reims ou encore hier contre Lyon. Même que ce contre soit en Rennes, Ligue, tu l'as dit justement Yann, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, même nationale, il y avait déjà pas, je pense, autant de maîtrise, on va dire, technique en national ou même en Ligue 2. Mais les 27 tirs à 6 contre Lyon, c'est quand même dingue et c'est vraiment beaucoup d'opportunités. On s'approchait, mais d'une façon tellement facile de leur but. C'était, j'ai l'impression de supporter un gros du championnat qui recevait un petit. C'était vraiment hallucinant et vraiment le plaisir pris depuis le début de saison, depuis cette 40e minute, on va dire, contre Lens, parce que c'est vrai qu'avant, c'était pas, il y a eu 40 minutes en ouverture de saison. C'était le diesel. C'était compliqué. Vraiment là, le plaisir pris et les émotions qu'on vit ce Stade Brestois, c'est pour moi la meilleure période en tant que supporter brestois de ma vie, tout simplement. Voilà. Yann, pour conclure. Rien à rajouter. Allez Brest. Du coup, on se retrouvera, je sais pas quand, pour faire un nouveau. Évidemment, si on gagne à Nice, bon là, ça va devenir compliqué de parler encore de maintien, c'est sûr. Peut-être les deux meilleures équipes depuis le début de saison, avec Monaco, qui vont s'affronter pour un match. Mais je pense que Nice est plus à l'aise contre les gros. Pour les avoir vus un petit peu, je pense que c'est une équipe qui est plus à l'aise contre une équipe qui va faire le jeu. Donc ils seront à l'aise contre Brest. Ils seront certainement à l'aise contre Brest. En tout cas, ce sera aussi l'occasion de retrouver avec Romain Perrault, qui sera peut-être titulaire pour ce match, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas été forcément sur les dernières prestations niçoises. Donc on verra. Mais clairement, il y a un coup à jouer à Nice pour moi. Pour moi, il y a vraiment un coup à jouer à Nice. Et je ne vois pas, alors vous allez dire que j'ai changé, mais je ne vois pas Brest perdre à Nice. Là, il se passe des choses c'est le surnaturelles. On va enchaîner 5 défaites, ça part de là. Ah putain, c'est moi le chat noir en fait. Et je continue juste un petit peu sur le plaisir. C'est aussi l'atmosphère autour du club, l'atmosphère dans le stade. Vraiment une super ambiance hier contre Lyon. Tout le monde a joué le jeu. On va dire 85% des gens qui étaient au stade ont joué le jeu. Vraiment l'atmosphère même autour du stade, l'atmosphère sur les réseaux sociaux autour du club. C'est vraiment un tout qui fait que, en tant que supporter brestois actuellement, je crois qu'on connaît la plénitude de notre expérience de supporter. Et déjà c'était inattendu, donc ça permet aussi peut-être de mettre ces émotions un peu plus fortes. Mais vraiment c'est excellent. Voilà. Depuis le début de saison, c'est excellent. Tout ce qui se passe autour du club, c'est excellent. Sauf le mercato au 31 août. Mais ça, bon. J'espère que Denis Le Saint, qui regarde le classement ce matin en ouvrant son journal, ne se dit pas que finalement, il n'y a pas besoin d'investir autant. Si on est premier, on investit 103 millions d'euros, on va faire moins l'année prochaine, on verra. Mettons de l'argent de handball. Ah, c'est quel plaisir. Quel plaisir. Et quel plaisir de faire ce podcast avec vous. Quel plaisir de voir le soutien des auditeurs qui d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre notamment sur YouTube. Oui, tout à fait. Et sur les réseaux sociaux évidemment. Merci de nous suivre. Et n'oubliez pas de mettre
commentaires également, des petits commentaires et des petits pouces bleus parce que ça aide beaucoup en fait la chaîne. Pour vous, ça coûte rien et ça permet de référencer la chaîne et d'avoir la chaîne et les podcasts sont proposés à d'autres gens qui ne connaissent pas forcément et donc ça permet à l'audience de grandir. Tu as raison, Quentin, de le signaler. Merci Fanche, merci Yann. Merci à vous Écoutez, messieurs, on est leader. et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez, Brest! Allez, Brest. Et allez Brest et à très bientôt, on l'espère, pour débriefer de nouvelles victoires. Hop.